Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Sur 2 heures passées dans une salle de cinéma, on a passé 1 heure dans la nuit. C'est cette part nocturne qui nous accompagne, qui fixe notre souvenir du film d'une façon différente, du même film vu à la télé ou sur un moniteur. C'est une citation de Chris Marker au journal Libération dans une interview publiée en 2003, alors que sortait la nouvelle version de La Jetée et de Sans Soleil en DVD. Alors, je la connaissais, mais elle est très belle. Et c'est vrai que moi qui travaille à la Cinémathèque, cette idée du noir entre les images qui prend plus de place finalement que les images elles-mêmes, c'est quelque chose auquel on est très sensible et qu'on voit dès les machines de pré-cinéma. Et le rapport à la nuit et au noir est quelque chose qui me touche particulièrement dans le cinéma. Donc notre invité est responsable de la programmation jeune public de la Cinémathèque française. Ses fonctions lui ont entre autres permis de créer l'autre ciné-club, soit le ciné-club des 15-20 ans de la Cinémathèque, et surtout d'inventer, à destination des plus jeunes, des programmes audacieux, dont un sur les marionnettes tchèques. En dehors, comme nous le verrons ici, des cinéastes expérimentaux à Johnito, elle s'intéresse bien sûr à une foule d'autres films. Bonjour Elodie. Bonjour Clément. Donc on va commencer par un petit portrait. Et notre première question était si tu étais une nuque, laquelle serais-tu au cinéma ? Alors, avec la nuque, forcément, j'ai pensé à des choses un peu sensuelles. Ça m'a amené du côté des scènes de nus et de nuque. Je pensais à cette très belle scène de l'histoire de Marie et Julien, qui est un film de Jacques Rivette, dans les derniers films de Rivette, qui est un film qui parle de fantômes, de fantasmes. Et cette scène, la scène d'amour de ce film est très belle parce que elle mêle 2 corps, mais aussi des paroles. Ils se racontent des choses fantasmées. Et il y a c'est Emmanuelle Béard qui joue le personnage féminin. Et voilà, j'aimais bien ce rapport à son corps, à son dos, plus largement, et à cette sensualité que je trouve assez étonnante dans ce film. Peut-être que Rivette n'est pas forcément un cinéaste qu'on rapproche tout de suite des scènes d'amour torrides, et celle-ci, je la trouve particulièrement troublante, en fait. Et cette nuque, on la voit en ombre, ou on la voit vraiment ? On la voit vraiment, c'est les 2 corps dans le lit, et il y a vraiment le dos et la nuque dégagés de Emmanuelle Béard qu'on voit de face, on voit la nuque vraiment très clairement. Et quelle sensation elle t'a procuré quand tu l'as vue ? Ce mélange justement de mots et de chair, parce que dans les scènes d'amour, souvent on voit les corps, où il y a un rapport comme ça assez sensuel de corps. Et là, ce rapport au corps, finalement, il passe aussi par des mots qui sont presque plus érotiques que ce qu'on voit, et qui rendent encore plus touchant la scène elle-même. Le corps lui-même, les corps eux-mêmes. Et puis, je ne veux pas raconter le film, mais c'est vrai que c'est une histoire de perte, et la façon d'incarner très fortement les corps, dans cette scène-là en particulier, est très troublante. Je ne veux pas en dire, j'essaye de ne pas trop en dire. D'accord. Voilà, et Rivette, moi, c'est vraiment quelqu'un auquel je tiens beaucoup, et je ne sais pas trop dire pourquoi. Je ne sais pas trop théoriser pourquoi j'aime beaucoup les films de Rivette, parce que ça part dans tous les sens, je ne saurais pas bien en raconter les histoires, mais il y a quelque chose qui me plaît, qui me touche particulièrement chez lui. Et en particulier, cette scène-là est vraiment une scène de cinéma que j'aime beaucoup, et qu'on voit pas souvent, dont on parle pas souvent. C'est pas le film le plus connu de Rivette, j'ai l'impression. Il est un peu passé à la trappe, contrairement à d'autres. Oui. Contrairement à Out One, même, qui fait pourtant 13 heures. Oui. Donc, Mais c'est le Rivette de la fin de sa vie, donc il est moins aussi peut-être pris dans le groupe de la nouvelle vague, il est moins attendu. Et moi, j'aime beaucoup ses derniers films aussi. On va passer à l'objet, du coup, maintenant. Donc on t'a demandé des portes ou des fenêtres.
Et alors là, on a eu plein de portes et plein de fenêtres avec La prisonnière du désert de John Ford, forcément. Ouais, voilà, c'était un peu évident, mais en même temps, là encore, c'est peut-être l'attachement à la cinémathèque, mais il y a des classiques et c'est pas parce qu'ils sont hyper classiques qu'il faut passer à côté. Ah non, il faut pas passer à côté. Voilà, c'est quand même... Est-ce que tu l'as choisi parce que il me semble que cette ouverture, ça ouvre le film en fait aussi. Ça ouvre et ça ferme le film. Oui. Et du coup, c'est vraiment une entrée. Enfin, c'est magnifique. Je trouve que c'est l'une des plus belles entrées dans un film. C'est une des plus belles portes. Et puis, c'est vrai que sur la porte, il y a la découpe, ça redécoupe un écran. On rentre dans le film parce que du coup, on est dans un format plus carré. Et en passant la porte, hop, le format s'allonge. Donc c'est quand même très très beau. Voilà, que c'est aussi une femme qui sort et qui rentre dans le film, que c'est le personnage qui arrive, que pour moi c'est aussi lié à un autre film que j'aime bien de Clint Eastwood, Honky Tonk Man, voilà, avec cette même arrivée de l'oncle qui revient et cette entrée de la maison qui est là dans le désert et la famille qui l'accueille, et puis les milliards de choses qu'on peut dire sur La prisonnière du désert, sur Ford. Ford, moi j'ai mis du temps à aimer, et puis je trouve que c'est un cinéaste, il a fait 100 films, il y a le côté patriotique américain qui peut laisser un peu à distance, puis finalement c'est aussi tellement des portraits d'humains, des relations entre les gens, et je trouve ça très fin, je trouve ça très beau, et donc voilà, c'était quand même pas passer à côté de Ford juste parce que tout le monde le connaît, et justement revoir cette entrée est quand même tellement bouleversante. Mais bon, chez Ford, il y a plein d'autres choses aussi. C'est pour ça, c'est peut-être le film le plus connu, mais quand même, il faut voir La prisonnière du désert. Il sera vu. Exactement. En porte-fenêtre numéro 2, on a Persona de Bergman. Persona, c'était un peu, je trouve... Mais alors, là aussi, La Nuque, évidemment, la première idée que j'ai eue, c'était Persona. Et puis, je me suis dit, oh oui, mais Persona, on va pas parler... Puis qui suis-je pour parler de Persona ou redire des choses? Et en même temps, je me suis dit, mais c'est quand même fou ce film qui peut répondre à toutes les questions. Donc voilà, là aussi, Persona, important sur cette maison. Là aussi, les deux femmes qui sont dans la maison, le regard de l'une à travers la fenêtre. Est-ce que tu peux juste replacer un peu l'histoire? C'est une relation entre deux femmes, l'une étant une actrice qui a décidé de se taire du jour au lendemain, et l'autre, une infirmière qui est avec elle pour l'aider et puis éventuellement pour la ramener vers la parole. Et elles partent toutes les deux en vacances au bord de la mer, en retraite au bord de la mer. Et donc c'est une relation entre deux femmes de deux âges différents. Et puis avec une espèce d'échange aussi au fur et à mesure du film, l'infirmière qui parle de plus en plus. Voilà, et c'est un jeu de miroir, d'attraction, de rejet, et qui passe à travers toutes sortes de dispositifs visuels, donc le recadrage, la fenêtre, la porte, et voilà, et donc elles sont toutes les deux dans cette maison, et à chaque fois il y a une porte ou une fenêtre qui les sépare, ou elles reviennent du même côté. Je trouvais que là aussi ça répondait pas mal. Et donc il y a cette image qu'on connaît de Persona, où les deux femmes se mélangent un petit peu, et elles remontent les cheveux l'une de l'autre, et on voit les deux nuques dans le miroir. Voilà, ça répondait aussi à La Nuque. Donc Élodie, si tu étais un végétal, quel végétal serais-tu? Et tu nous as donné donc un bouquet de réponses. Notamment celle du cinéma expérimental. Et ça c'est intéressant parce que j'ai pensé à cette question après avoir vu des extraits de Walden de Jonas Mekas, où au début du film il fait aussi un peu des bouquets avec Sobolex, où ça clignote beaucoup. En fait on voit plein de fleurs qui défilent très très rapidement. Et voilà, du coup... Oui, c'est vrai que moi, il y a toute une part de ma cinéphilie qui vient du cinéma expérimental. Et je trouve, quand vous avez posé cette question, que c'est un cinéma qui s'intéresse particulièrement à la question de la nature, du rapport de l'homme à la nature. Et c'est vrai qu'en particulier, les bouquets de Rose Lauder. Rose Lauder, c'est une cinéaste qui a un discours très écologiste, mais qui date... quelqu'un qui a toujours prêté cette attention, et qui fait, elle dit du jacquard en fait, avec sa caméra qui est une caméra argentique qui lui permet de faire de l'image par image. Elle compose
des bouquets en prélevant des images et en faisant un canevas, c'est-à-dire elle prend 2 images, puis elle cache sa caméra, elle compte ses images, elle laisse passer 5 images, puis elle reprend des images et après elle rembobine l'ensemble de la pellicule et elle vient impressionner les parties laissées noires. Donc elle fait comme ça un tressage d'images qui rend un effet de clignotement et de bouquet. Et c'est joli parce que ça s'appelle bouquet, mais elle coupe pas les fleurs, elle prélève des petits morceaux de nature et des petits morceaux de monde. Et comme ça, elle a pendant des années fait un paysage, constitué un paysage et montré, elle a été témoin des coquelicots qui disparaissaient, des choses qu'on ne voyait plus. Elle est allée dans des endroits où elle savait qu'il y avait telle sorte de plantes. Donc voilà, je trouve que Rose Lauder est quelqu'un de très important pour ça. Mais plus largement, il me semble que oui, le cinéma expérimental prête attention à cette question de façon très particulière. Oui, et aussi, du coup, tu as cité une performance de Laure Saint-Rose et Chris Auger, d'accord, au couvent des Récollets. Et du coup, moi, ça m'intrigue. C'était quoi cette performance, les conditions dans lesquelles... Alors, ça m'est venu tout de suite quand vous m'avez parlé de Végétal. J'ai pensé à ce film qui est... Alors, la particularité du cinéma expérimental aussi, c'est un cinéma qui n'est pas... qui est de l'ordre de la performance, donc des films qu'on ne va pas pouvoir revoir. Et le couvent des Récollets, c'est à côté de la gare de l'Est. Et c'est un endroit où il y avait des dégustations de vin nature et des projections de films. Et Chris Auger, qui a fait cette performance, et aussi s'intéresse aussi bien au vin nature qu'au cinéma expérimental. Et ça date d'il y a peut-être une dizaine d'années, peut-être cette performance. Et avec sa compagne, ils habitaient une grande maison du côté de Grenoble. Et ils avaient fait un film, une performance où ils avaient filmé un arbre chez eux et développé cet arbre avec toutes les saisons, avec les enfants, avec la vie autour de l'arbre. Mais l'arbre était une sorte de point fixe autour duquel le film et la vie s'organisaient. Voilà, je me souviens de cet arbre. C'est marrant parce que tu nous as quand même pas mal parlé d'arbres, tu nous en as évoqué d'autres, notamment l'arbre de Tarkovsky dans Le Sacrifice et aussi l'arbre de Mon voisin Totoro. Donc quel lien tu fais un peu entre ces deux arbres? Parce que... Enfin, dis-moi et je te dirai ensuite ce que j'en ai pensé. Mais en fait c'est marrant parce qu'il me semble que la végétation, les arbres, c'est peut-être parce qu'on est dans une époque où on manque de verdure, mais c'est quelque chose qui devient très important. Et dans Totoro on l'avait déjà, alors peut-être plus que Totoro et le Tarkovsky, mais il y a l'arbre qui naît, cet arbre immense, et cet arbre qu'on peut faire naître avec le désir qui pousse comme ça, c'est dans Totoro. Et l'arbre petit de Tarkovsky qui a du mal à survivre dans un univers dépouillé, donc voilà l'opposition entre les deux, mais aussi l'opposition entre Totoro et l'arbre qui sort. Et puis si vous vous souvenez de Mia El Migou, cet arbre qui est rentré à l'intérieur et qu'on n'arrive pas, qui est un peu le support de la forêt dans laquelle il est, et on ne sait pas qu'il est là, on ne sait pas qu'il est caché, il n'y a que ses racines qui sortent. Et pour moi ça c'était un peu aussi l'inverse de Totoro, enfin en tout cas je pense que Jacques-Rémy Girard qui a fait Mia El Migou a vu Totoro avant de faire ce film. C'est possible. Mais c'est marrant parce que, certes, dans celui de Tarkovsky, il est un peu tout chétif, et dans celui de Totoro, il est vraiment opulent et énorme. Mais c'est quand même tous les deux des arbres, je trouve, d'espoir, en fait. Oui. C'est de vie et de... le sacrifice, c'est ça aussi. C'est comment ramener de la vie dans un endroit où il n'y en a plus. Voilà, oui, bien sûr. Et qui sont un peu permanents. Ils étaient tous les deux là au départ et ils resteront là après la mort de tous. Oui, je pense que la figure de l'arbre, elle dépasse l'humain et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est intéressante. Les films, ils peuvent témoigner de cette force tranquille qui restera au-delà des personnages et des histoires qu'ils racontent aussi. Et puis, il y a ce numéro décaillé sur l'herbier. On sent que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, et tant mieux. Et puis, il y a un colloque à Toulouse au mois de juin, là, très bientôt, qui s'appelle VGT, et qui, justement, est sur cette question du végétal dans le cinéma. Mais c'est intéressant aussi parce que tu parlais aussi du travail de Vincent Deville. Oui. Et sa conférence « L'arbre qui cache la forêt dans le solitaire »,
Donc on y était tous les deux et je trouvais ça intéressant parce que c'est ce genre de démarche aussi qui aide même, alors là c'était poussé à l'extrême, mais à reprêter attention à la nature en fait. Parce que dans Le Solitaire, qui est un polar urbain des années 80, a priori on voit pas du tout la nature et en fait... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une façon d'être plus attentif à la nature aussi. C'est ça, et je pense que c'est ce que tu disais aussi sur la permanence de l'arbre. On les voit pas, mais ils sont là, les végétaux, ils sont tout autour de nous quand même. On a beau essayer de les faire disparaître pour pour avoir plus de place, le travail de Vincent était touchant, je trouve, d'aller chercher dans un film les traces des arbres et des végétaux et tout ce que ça raconte et de se rendre compte que c'est signifiant. Et c'est vrai Vincent travaille en particulier, vraiment sur cette question de la relation à la nature. Il interviendra à Toulouse sur les mauvaises herbes. Donc c'est un peu ça aussi, les mauvaises herbes, c'est qu'est-ce qui reste de ce qu'on veut cacher, ce qu'on veut pas voir, c'est fouillis, c'est mal organisé, dans un film, on sait que les choses, elles sont placées. Dans la conférence qu'il avait faite, on se demandait si l'arbre, un peu tout tristouné, était là par hasard ou s'il avait fait ajouter cet arbre. Donc voilà, je trouve que c'est des super belles questions. Et toi, en tant que spectatrice, est-ce que tu es particulièrement attentive aux fleurs, pas seulement dans les films expérimentaux dont tu nous as parlé ? Non, je crois, justement, pas forcément avant le travail de Vincent, je m'en veux, je Parce que regrette. t'as quand même donné beaucoup de réponses, donc on s'est demandé si... Oui, mais tu vois, je suis quand même allée chercher du côté de l'expérimental, parce que ça m'est pas paru... C'est venu plus naturellement. Ouais, j'ai pas forcément... et puis au-delà des choses que je venais de voir dans les cahiers, où je me suis dit, je ne le réouvre pas, je veux pas... Mais voilà, non, pas spécialement... c'est pas une question qui m'aurait frappée si vous ne me l'aviez pas posée. Et maintenant qu'on a évoqué les fleurs, les arbres et tout ça, on va continuer sur notre lancée et évoquer un petit point météo dans notre podcast. Et on se demandait si la météo influençait tes choix de films. Alors, là aussi, je me suis posé la question. Je crois pas. Je crois que j'aime bien aller au cinéma et que je trouve toujours une bonne raison d'y aller. Donc s'il pleut, je me dis ouais super, on va être à l'abri au cinéma. S'il fait chaud, je me dis ah super, on sera au frais au cinéma. S'il fait un temps normal, je me dis oh y a rien d'autre à faire que d'aller au cinéma. Enfin bon, quel que soit le temps. Après, je sais pas, en tant que programmatrice plutôt, je me pose cette question-là. C'est marrant parce que moi, en tant que spectatrice, je me dis que ça va pas m'influencer. En revanche, je sais que d'expérience, l'une des pires séances jeune public que j'ai programmées, enfin pas des pires, mais un film où il y a eu le moins de personnes, ça a été un film sur une expédition en Antarctique en plein été. Et il y avait 7 personnes. Et je me suis dit, bah oui, en fait, les gens au mois de juillet, ils n'ont pas du tout envie d'aller au pôle Nord. Donc voilà, je me suis dit finalement qu'il y a quand même cette transformation qu'on vit quand on va dans un film, on va dans un climat. Et il y a ce petit rapport, ce petit frottement quand on ressort, qui de toute façon existe. Et que parfois on peut apprécier ou que parfois... Quand on ressort et qu'il fait jour alors qu'on vient de voir un film de nuit, c'est délicat. Quand il fait très beau alors que le film était très triste. Je pensais à la fin Sur la route de Madison avec cette pluie et qui ne s'arrête pas. Et voilà, on n'a pas envie qu'il fasse beau. Donc voilà, mais je crois que je trouverai une bonne excuse pour aller au cinéma, quel que soit le temps. Et quel était ce film que tu as programmé qui se passait en Antarctique. Les chiens, là, une histoire de chiens, je sais plus le titre. Vers le Nord, ça doit s'appeler. Et les gens qui sont ressortis, t'as eu des échos ? Non, je sais pas. J'étais peut-être même pas là, moi, au mois de juillet. Non, je sais pas, mais vraiment, c'est pas moi qui le présentais. Je me souviens vraiment que pendant longtemps, ça a été la plus petite fréquentation. Mais c'est vrai aussi je sais pas, les Gremlins en été ça marche pas parce que quand même ça se passe à Noël, voilà, des choses comme ça qui sont vraiment liées peut-être pas que au temps mais à un imaginaire en fait de fêtes, de périodes de l'année. Pas forcément raccord
Voilà, qu'on n'a pas envie de voir à n'importe quel moment. Et je n'étais pas rendu compte, j'avais pas anticipé moi. A priori, ça me gênerait pas spécialement de voir un film de Noël en juillet, mais je crois que si, quand même, la plupart des gens aiment bien que ça leur raconte quelque chose de ce qu'ils vivent à ce moment-là. On va passer des circonstances extérieures aux conditions de projection. Et du coup, je t'avais demandé aussi si il y avait un film que t'as revu, mais que tu regrettes d'avoir revu parce que c'est pas conforme à ton souvenir, à cause de la copie, des conditions de projection, de ce genre de détails, on va dire, qui n'en sont peut-être pas. J'aime bien, je suis pas quelqu'un qui revoit tellement les films, en fait, je crois. Et du coup, j'aime bien me souvenir de la première fois où j'ai vu un film, mais avec mon grand âge, j'ai revu des films, et puis j'ai revu des films qui ont changé de support, et qui ont changé de... Et je vois très peu de films en dehors du cinéma, enfin, je vois beaucoup de films en salle, et c'est vrai que le passage de l'argentique au numérique, que moi j'ai très bien connu, enfin, j'ai vu tous les films qui m'ont fait aimer le cinéma, je les ai vus en argentique et je les ai d'abord vus en argentique, donc les revoir, j'ai toujours l'impression maintenant quand je revois des films que j'ai déjà vus avant en projection, j'ai l'impression de voir une carte postale, de voir quelque chose de figé. J'ai toujours beaucoup de mal à retrouver l'émotion première d'une projection. Ça me fait pas la même chose sur un film que j'ai pas vu, puisque voilà. Mais les séances horribles, c'était La Nuit du Chasseur, numérique de chez Carlotta, pour ne pas les citer. Enfin là, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'on tuait le cinéma. Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit, mais on pourra plus jamais aller au cinéma comme avant. Qu'est-ce qui t'a dérangé particulièrement, dans justement le visionnage? Bizarrement, sur le noir et blanc, je trouve ça plus difficile encore. Peut-être parce que le noir et blanc, il est attaché à une époque de cinéma et à du grain, à quelque chose... les films d'animation en numérique, je trouve qu'on n'y croit pas du tout. Enfin, alors que justement, peut-être c'est moins... Il y a moins de décalage, mais justement, on a l'impression d'être sur une grande télé. Voilà, je me souviens des premiers programmes d'animation en numérique, je trouvais ça très très décevant. Même si là je les découvrais pour des films neufs en numérique, waouh, j'avais du mal. Et vraiment le noir et blanc de La Nuit du Chasseur, je me souviens que c'était très très difficile. Et puis les questions de cadrage, de ce qu'on se permet de faire, de cadrage, c'est-à-dire de ne pas respecter le cadre original du film. Voilà, tout ça était très difficile comme changement, mais je tiens à dire que ce n'est pas vrai tout le temps. Et je pensais en contrepoint à cette séance, j'ai vu le film à La Rochelle de Zéro de conduite, qui était la version restaurée par Gaumont, rien de particulier, si ce n'est ce film que j'avais beaucoup vu en pellicule, dans peut-être des versions un peu abîmées, et que je montrais à ma fille. Et pour la première fois, il y avait aussi ça, c'est que tout d'un coup, je voyais le film et j'entendais le film, et là, je trouvais que le travail qu'ils avaient fait rendait visible un film qui était sinon difficile, finalement. L'état de la pellicule avait été un peu difficile. Donc je suis aussi capable d'aimer un film que je revois dans d'autres conditions. Tu nous as dit d'ailleurs que tu l'avais vraiment redécouvert. Oui, voilà, il y avait ce côté... Puis c'était un film que je connais bien, que j'ai programmé, que j'ai souvent présenté, et que je regardais plus finalement. En fait, c'est vrai que quand on présente un film, ou on l'a vu, je l'avais déjà vu, et voilà. Et là, tout d'un coup, de le voir, d'être dans la salle en tant que spectateur, et de le voir comme ça dans cette version restaurée, c'est la première fois que je me suis dit qu'on gagnait quelque chose à la restauration. Est-ce que tu te souviens d'une scène en particulier où vraiment ça t'a marqué ce changement ? Je me souviens du son en fait, en général dans ce film-là, où j'avais le souvenir que le son était quand même difficile. On comprenait pas bien ce que les personnages disaient. Dans les films de Vigo, c'est voulu. Hein. Souvent, il joue comme Michel Simon dans La Thaïlande, il articule pas. Mais là, tout d'un coup, c'est plus le son qui m'avait frappée. Non, pas forcément Ou si, peut-être la scène très connue, moi je vous dis merde, tout d'un coup, je comprenais l'échange. Vraiment, il y avait ce côté... Et c'est vrai que c'est un exemple...
d'un film que j'ai revu avec plaisir. Là, on va parler d'un film où tu as moins de plaisir à le revoir, apparemment. C'est ça. Tu nous as cité Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg. Je l'ai jamais revu. Alors oui, moi j'ai peut-être un début de réponse à ce pourquoi tu n'as pas envie de le revoir, mais je me trompe peut-être, mais c'est le côté traumatisant peut-être du film. Ah oui, bien sûr, le film est Je traumatisant. Mais donc on va peut-être le replacer, c'est un film que tu ne veux ni revoir, ni Oublié. oublier. Ouais, parce que c'est un très bon souvenir de cinéma. C'est bizarre, hein, les cinéphiles peuvent être un petit peu étranges quand même. Tu veux le reciter ? Bah oui, du coup, c'est en 73, donc un peu après tous les giallo, ou avant Argento peut-être aussi. Enfin, ça fait vraiment penser à un giallo en fait. Ouais, donc ces films horrifiques ou thrillers italiens, ça se passe à Venise. C'est l'histoire de Donald Sutherland qui a perdu sa petite fille, qui se baladait qui est morte en portant un petit kawaii rouge. Et donc il restaure des vieux monuments à Venise. Donc on n'a jamais vu Venise aussi triste et aussi déprimante. Et tout en travaillant, il voit une silhouette rouge se balader, on va dire, rôder comme ça dans les rues de Venise, l'hiver, faut préciser ça aussi, et jusqu'à un final... que tu raconteras pas. Qu'on ne racontera pas, exactement. Mais qui fait toujours son effet, même si on peut s'y attendre, même en le revoyant, de toute façon, ça marche toujours aussi bien, même en le connaissant. Quand est-ce que tu l'as vu la première fois ? Alors, je l'ai vu dans la petite salle de la Cinémathèque, la salle Jean Epstein, au début de l'installation de la Cinémathèque à Bercy. On avait eu cette idée de faire des séances à midi, en se disant que les gens des bureaux adoreraient voir un film à midi. Depuis, on s'est dit que non, on a arrêté. Donc, c'était il y a assez longtemps. Enfin, c'était les années d'arrivée à la Cinémathèque de Bercy. Et la salle est petite, donc il y a une centaine de places, et elle était pleine. Il était midi, j'avais interrompu ma journée de travail parce que Nicolas Roeg était quelqu'un dont j'avais entendu parler mais dont j'avais jamais vu de film. Et une fois encore, comme je vois pas les films, rarement les films autrement qu'au cinéma, j'attendais qu'il passe. Et il passe pas très souvent en salle. Donc voilà, j'étais contente d'aller, on était tous les deux avec Rodolphe au cinéma. Et la salle était vraiment remplie. Et le film, et Nicolas Roeg fait ça un peu systématiquement, ce que j'aime pas tellement d'ailleurs d'habitude chez les cinéastes, mais prend le spectateur à la gorge et le scotch sur son fauteuil. Et donc le début du film, c'est la mort de la petite fille, et c'est un montage alterné très très beau, que je trouve bouleversant de composition. Tu parles de giallo, et c'est vrai que... Là, je pense qu'on dévoile rien, on peut juste donner envie de le voir, parce que du coup, ils sont dans une grande maison anglaise, je crois, non, ça commence en Angleterre. Et il y a 2 enfants, les enfants jouent chacun de leur côté, puis il y a les parents qui travaillent. Et lui, il regarde des diapos et il renverse quelque chose se renverse et c'est du rouge qui va envahir l'image. Et donc, comme c'est alterné, on voit d'un côté les enfants qui jouent, de l'autre les parents qui discutent. C'est la restauration, les images. Et cette tache rouge qui gagne. Et en parallèle, la petite fille va chercher quelque chose et se noie dans les temps. Et ils reviennent avec la petite fille noyée. Et donc, tous les spectateurs de la salle, petite, et ça c'est important aussi, étaient mais vraiment respirer comme un seul homme, souffle coupé, attendez, on sait tous que le film commence comme ça. Je connais Bernard Benoliel à la Cinémathèque, refuse de voir ce film, il sait de quoi ça parle, et il refuse de voir le film. Donc oui, c'est un film qui est... Et voilà, l'expérience de la salle était très belle, et c'est vrai que le film est assez fou et assez troublant, et j'ai pas envie de le revoir parce que j'ai l'impression de bien me souvenir de l'histoire. J'ai revu la scène d'ouverture, mais de vivre ce film dans la salle, c'était une expérience forte, même si je dirais pas forcément agréable, mais je trouve de la puissance du cinéma, quelque chose de cet ordre-là. Mais est-ce que toi, tu rêves parfois des films ? Est-ce que tu continues des films en rêve ?
Oui, alors oui, je rêve souvent. Enfin, je continue les films en rêve. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Et donc, en particulier, les séries, je trouve que, alors, c'est pas les films, mais et je regarde pas beaucoup de choses en DVD, à la télé. Enfin, mais je trouve que la série est cette forme qui justement pénètre dans l'intimité et l'intimité de la nuit, du lit. Enfin, souvent, on regarde une série. Sur un ordinateur, dans son lit, enfin en tout cas moi je fais ça. Et c'est vrai que du coup c'est ça qui me fait plutôt, qui me prolonge, tout en disant non, il faut arrêter de regarder Twin Peaks le soir, sinon on dort plus. Mais voilà, et Twin Peaks évidemment, la saison 3, je trouve, et ce mélange... à la fois d'intimité, d'émotion, de rêve, enfin c'est quelque chose... Je pense que lui-même, il pense être dans un rêve continu. Enfin, d'ailleurs, le rapport à la réalité est assez inversé, puisque à un moment où il rêve, il raconte des rêves avec Rossellini. C'est avec Monica Bellucci. C'est marrant, tout d'un coup, c'est Isabella Rossellini. Mais non, c'est Monica Bellucci. On est dans le rêve, voilà. Qui est dans le rêve, mais qui est le rêveur. C'est ça. Oui, donc ça peut influencer. c'est ça. Je pense que c'est pas complètement une vue de l'esprit de penser qu'il fait exprès de pénétrer dans l'endroit du cerveau qui fabrique le rêve et que les images de Lynch viennent de là et en fabriquent de nouvelles. Et c'est ça qui est beau, c'est que je pense qu'il y a un double rapport. C'est pas juste du cinéma comme ça qui se nourrit de rêves. C'est aussi, pour vous, on en a quand même beaucoup parlé, quelque chose qui va fabriquer autre chose, qui va fabriquer notre imaginaire de rêve. C'est super fort. Tu te souviens particulièrement d'un épisode ou même d'une ambiance créée après le visionnage de plusieurs épisodes de cette saison 3 ? Ou même d'un rêve que tu as pu faire Non, je me souviens pas spécialement de... Enfin, je pourrais pas vous dire... Déjà, vous parlez... Vraiment. Mais par contre, je me souviens qu'à des moments, je me souvenais plus si je l'avais rêvé ou si je l'avais vu. Et que quand le film d'après... Enfin, l'épisode suivant commençait... Je me disais, ah mais oui, mais non, en fait, ça, c'était pas dans le film. Donc là, je saurais pas te donner d'exemple précis, mais c'est vrai que c'était compliqué de dénouer ce que j'avais vu de ce que j'avais imaginé. Et parfois, j'avais vraiment... je pensais avoir rêvé. C'est plutôt aussi ça, c'est que je me disais, non, il a pas fait ça. Ah mais si, tout le monde a l'air de le savoir, c'est pas que mon rêve. Oui, c'est la porosité entre le rêve, entre ce que tu as vu, ce que tu crois avoir vu... Et puis je trouve que même les épisodes en eux-mêmes se mélangeaient, tu savais plus où ils étaient à leur place dans la chronologie de la série, quoi. Enfin, s'il y en a une, mais... Et puis, tu sais, quand tu crois que c'était ton rêve, et puis finalement, tu vois qu'il s'appuie sur un détail de ce que tu croyais personnel. Tu fais, ah bon, mais comment il sait que j'ai rêvé ça ? On va passer à la carte blanche. Ah, il voulait pas que j'avais dit que je vous raconterais un truc rigolo. Ah oui. Dans les rêves. Pardon, raconte-nous. Excuse-moi. Parce que ça, c'est quand même amusant, parce que voilà, je pense que c'est lié aussi à mon travail. Je fais un rêve récurrent, non pas de film, mais de possibilité de voir les films. C'est-à-dire que je rêve très souvent que je rentre dans une salle et que j'arrive pas à voir le film. Et j'arrive pas à voir le film parce que les sièges sont dos à l'écran, parce que, je sais pas, y a toujours un problème. Je retrouve pas comment on rentre dans la salle, je retrouve pas... Et c'est un rêve que je fais un peu moins, mais je pense qu'il est vraiment lié à des angoisses de programmation, d'arriver à rendre quelque chose, et cette impossibilité à voir le film, et un rêve que j'ai fait très souvent. Et j'ai vu, c'était dans les cahiers, un compte-rendu d'une exposition qui justement mettait en scène des sièges de cinéma dos à l'écran. Et je me suis dit, ah là là, là aussi, comme David Lynch, quelqu'un a vu mon rêve. Et peut-être depuis, j'ai arrêté de faire ce rêve, d'ailleurs. Et ça faisait longtemps que tu l'avais ? Oui, c'est vraiment quelque chose que, rejouer dans des situations différentes, j'ai vraiment rêvé plusieurs fois que j'arrivais pas parce que j'étais en retard, parce que j'aurais pu rêver ne jamais... Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui m'empêchait, une fois au cinéma, de voir le film. C'était marrant. C'est terrible. Mais merci pour ce petit partage de rêves. Et on va partir aussi sur une séquence hyper onirique pour la carte blanche dont tu nous as parlé.
Donc tu nous as proposé la scène des Lucioles dans le tombeau des Lucioles de Isao Takahata. Et donc je te laisse nous raconter cette séquence comme si tu y étais. Alors, c'est la nuit. C'est un film d'animation qui met en scène deux personnages, deux enfants. Et donc la séquence, elle commence par les enfants. On a au début du film, mais les enfants ont déjà quitté une première maison où ils habitaient. Et là, ils sortent de la maison, ils sont dans la nuit. Et ce qui est très beau dans cette séquence, c'est qu'il y a toutes les sensations. Dans la nuit, on commence par entendre les bruits de la nuit, donc des crapauds. Et la petite fille a un peu peur parce que c'est un bruit un peu étrange. Et le petit gars, le grand frère la rassure en disant que c'est juste un crapaud buffle, je sais pas quoi. Et donc ils continuent à avancer dans la nuit. Et puis là, ils sont surpris par toutes les lucioles. Et c'est très beau, on est dans le noir et il y a les petits points lumineux. Donc là, on est du côté de la vue et de l'émerveillement. Et le petit garçon attrape une luciole et la montre à sa petite sœur. Et en lui mettant dans les mains, elle l'écrase. Et donc là, tout d'un coup, il y a la sensation du toucher aussi. Et en ouvrant ses mains, elle sent une odeur étrange. Et elle a un petit peu de dégoût puisqu'elle l'a écrasé et que ça sent l'insecte écrasé. Donc là, on est aussi dans l'odeur. Et il continue comme ça à avancer dans la nuit. Il voit toutes les lucioles qui apparaissent. Là, il y a la musique du film qui monte et qui reprend, qui en rajoute sur l'émotion. Et le petit garçon, enfin le grand frère, sort de sa poche une surprise pour la petite fille et il lui dépose dans la bouche un bonbon. Et donc, si vous avez vu le film, vous savez toute la portée de ce bonbon. Et la petite fille se met à danser de joie d'avoir son bonbon qui fond dans sa bouche. Et en dansant, elle s'étouffe un peu à la valse de travers. Et donc, elle s'arrête, elle tousse pour recracher son bonbon. Et elle continue à sucer ce bonbon. Et voilà, et c'est tout ce bonheur, toutes ces sensations qui sont convoquées dans cette scène. Et puis finalement aussi, donc c'est un des rares moments de joie, d'émotion, de bonheur partagé entre ces deux enfants dans un film qui va être assez terrible. Et puis en même temps, il y a quand même aussi tout le film, puisqu'il y a la mort de l'insecte, il y a toutes ces lumières dans la nuit qui à un autre moment du film rappellent les bombardements. Et puis là aussi, si vous vous souvenez du film, au matin, toutes ces lucioles, elles vont être mortes. Et donc il y a toute l'histoire du film dans cette petite parenthèse d'émotions, de sensations. Il y a tout le film qui est l'un des films les plus bouleversants du monde. Mais c'est marrant parce que quand tu nous as dit que tu allais nous raconter la séquence des lucioles, moi je pensais à une autre séquence avec les lucioles où ils sont tous les deux dans la moustiquaire, où il réapporte des lucioles et après toutes les lucioles arrivent sous la moustiquaire et donc c'est un peu comme un château enchanté. Et après... La petite sœur lui pose une question, je sais plus laquelle, et donc il commence à parler de la guerre, et il y a des bateaux qui se mettent en forme à travers les lucioles. Il parle de son père, en fait. Il imagine les combats de son père. Mais oui, voilà, et cette scène, elle est en écho. Elle est en double, voilà. Elle commence très joyeuse et enchantée, et elle finit où les deux frères et sœurs sont séparés, et elle lui dit « tu m'étouffes, va-t'en, quoi ». Mais je préfère, voilà, effectivement, il y avait les deux, et je préfère la première qui est plus, qui est plus subtile là aussi, qui prélève des choses et qui contient la même chose, qui effectivement prépare à cette scène, qui est plus explicite, la deuxième scène. Et qui est plus compliqué au niveau des émotions. Là, j'adorais l'idée du bonbon. Si vous vous souvenez aussi dans le film, en fait, ce bonbon, il est dans une boîte très particulière de bonbons, et comme il n'y en a plus, il remet des cailloux et il secoue. Donc il y avait aussi le son de la boîte de bonbons, qui n'est pas dans cette séquence-là, mais qui, on sait qu'après, il y mettra ses cailloux, qu'il va garder cette boîte. Il me semblait que cette séquence aussi, je l'avais calée pour une table ronde sur les émotions dans le cinéma d'animation. Et j'avais cherché vraiment une séquence de bonheur enfantin et qui aurait pu être dans n'importe quel film. Le fait est qu'il y a tous ces détails qui prouvent bien qu'elle ne peut pas être dans n'importe quel film. Mais je les trouve très, très justes, les deux enfants. Et que la petite fille qui est toujours, elle est très bien dans l'ensemble. C'est marrant parce qu'on parle comme si c'était une actrice, mais c'est vrai que là, quand elle se met à danser, quand elle arrive à passer d'une émotion à une autre, d'écraser la bête, puis de danser, puis de manger, il y a toutes ces... Puis vous aviez dit sensations, et c'est vrai que là, je trouvais que c'était un extrait où il y avait vraiment toutes les sensations, tous les sens.
Et puis on passait de toutes les émotions que nous on pouvait vivre très vite aussi. Oui. Et et que c'était sur ce personnage de petite fille qui est vraiment très très beau, quoi. Non, j'étais très contente que t'en parles. Oui, voilà, on va essayer de pas pleurer. On va avoir tué plein de petites filles aujourd'hui. C'est dur de rebondir après le tombeau des Lucioles. Ouais, le tombeau des Lucioles, c'est toujours un peu... voilà. Bon, on va passer à la deuxième grande partie, on va dire, de cette émission, avec notre rubrique cinéma et transmission. Et alors, j'ai cru que c'était spécialement pour moi, mais j'ai vu que non, c'était une vraie rubrique. C'est ça, mais les questions sont quand même spécialement pour toi. Parce que justement, la première question qui était un peu double, c'était un film ou des films que tu as été obligé de programmer, montrer, présenter, alors que tu ne les aimes pas. Puis la deuxième partie de la question, l'inverse, c'était les films que tu as préféré montrer ou transmettre dans ton travail à la Cinémathèque en l'occurrence. Et tu nous as répondu plein de choses très 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 divergentes, notamment le petit Nicolas, Chocolat aussi, dans les films que tu n'as pas aimés, et Derzu Uzala de Kurosawa. T'aurais pas dû dire ce que j'avais aimé ou pas aimé, on aurait pu laisser un flou. Oui, mais comment on travaille avec des films aussi différents? Non, mais ce que je vous disais, c'est aussi que je suis pas très sincère, parce que finalement, les films que j'ai pas a priori aimé passer, je les ai pas vus. Chocolat, j'en ai vu 5 minutes. Et le petit Nicolas, je devais présenter Laurent Tirard qui venait présenter son film. Et tous mes amis m'ont dit vois pas le film avant, tu vas être désagréable, tu sauras pas le présenter. Garde au moins l'innocence de pas savoir ce que tu montres. C'est pas très gentil, mais... Et donc j'ai écouté mes amis et j'ai eu aussi confiance en eux, et je sais que j'ai du mal à pas être désagréable si j'aime pas le film. Enfin bon. Donc Laurent Tirard, il est venu, j'ai présenté le film et il devait rester, on devait se reparler après. Et comme il y avait très peu de monde dans la salle, finalement il n'est pas resté, et donc moi non plus. Donc je n'ai jamais vu ces films. Et donc voilà, finalement je me dis que je suis pas très contente d'avoir programmé ça, mais je les ai pas vus. Donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Et je suis pas contente, je suis pas, d'abord parce que le public était pas là. Si la salle avait été hyper enthousiaste, peut-être qu'il m'aurait fait aimer les films finalement. Mais là, c'est aussi un peu symbolique, c'est que je pense que c'était pas forcément le lieu. J'aime mieux montrer des films surprenants. Dersu Uzala pour les enfants était plus surprenant que le petit Nicolas, qui était un peu industriellement fait pour eux. Enfin, c'était un film sur mesure pour enfants, pour le grand public, qui n'a pas forcément de vocabulaire. Plus accessible en plus. Voilà, à être découvert ou à être montré à la Cinémathèque. C'était l'enjeu me paraissait pas hyper important. Et puis moi, c'est pas des films que je connais, c'est pas des films... voilà. Et de fait, je ne sais pas si c'est parce que, d'une certaine façon, les gens connaissent le type de programmation qu'on fait, ou si c'est effectivement pas des films que le public de la Cinémathèque attend à la Cinémathèque, mais que ce soit Chocolat ou que ce soit le petit Nicolas, il y avait personne. Les gens viennent pas voir ça à la Cinémathèque. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Dersu Uzala, parce que c'est quand même un film assez atypique à présenter pour des enfants. Pour des enfants, moi il me semblait que c'était un film qui racontait l'amitié entre deux personnes très différentes l'une de l'autre, qui était un vrai film d'aventure, qui était un film de paysage. Ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est que ça fait voyager dans des univers différents, tout en étant on arrive complètement à s'identifier aux deux personnages du film. Et je trouvais ça... Enfin, pour moi, il y avait une évidence que ça pouvait plaire à des enfants. Alors, c'était aussi un peu un pari. Il y avait plus de monde qu'aux séances précédentes, enfin, qu'au petit Nicolas, par exemple. Et puis, surtout, voilà, les gens étaient surpris, et comme toi, ils se demandaient, est-ce que vraiment c'est possible ? Donc le film est très long, le film est en 70 mm, ils en ont fait des numérisations très ratées, pour une raison simple, et encore une fois, qui n'est pas propre à mon attachement aux 35 mm, mais qui est que le brouillard, que cette matière de l'image qui était captée par l'argentique et en particulier par la copie 70 mm, reprojetée en 70 mm, était très difficile à l'époque à rendre en numérique.
Donc le film voilà, avait un intérêt à être montré en tant que tel, en tant qu'image. Et puis vraiment cette dimension de voyage, d'aventure fonctionnait bien sur les enfants. Peut-être pas tout le monde, c'est pas un film qu'on regarde, qui est dans toutes les vidéothèques pour enfants. Mais en tant qu'expérience et que séance de cinéma, c'était très beau. Et c'est étonnant en plus, je trouve, parce que ça se passe à une époque qu'ils n'ont forcément pas connue, en URSS, en plein milieu de la Sibérie, avec des peuples qu'ils connaissent pas du tout. C'est un réalisateur japonais. Bah oui, si on se demande que quoi, pourquoi. C'est ça, oui, tout ça. Oui, mais c'est quasiment du Jules Verne. Enfin, c'est quasiment. Pour moi, c'était de cette dimension-là. C'était 20 milieux sous les mers en Sibérie. Et ça finit tristement en plus. Oui, mais oui, bon. oui. Et puis non, mais c'est magnifique les scènes de cabane, le fait d'apprendre et d'échanger l'un de l'autre, sur l'humain, non, je trouvais qu'il y avait vraiment des. J'aime pas trop le côté un peu moral ou des valeurs, mais je trouvais que c'était un film que j'avais envie que les enfants voient, quoi. J'anticipe peut-être un petit peu, mais les films que je trouve importants à montrer aux enfants, parce que c'est mon travail, mais en général à voir, c'est les films qui laissent des traces, pas les films on a passé un bon moment et on a oublié. J'aime pas trop les bonbons, j'aime mieux les trucs qui piquent, quoi, les trucs pimentés. Et voilà, et Der Sudzala pour les enfants paraissait être de cette dimension-là. Tous les sens du terme. Mais alors, juste une question, parce que tu disais dans ta réponse que tu avais fait toute une programmation pour le montrer. Oui, exprès pour le montrer. Donc moi, je suis un peu curieux, quel film entourait... maintenant, je me souviens plus, mais Zala. c'était sur la forêt, et c'était du côté de la découverte, de l'exploration, sur les aventuriers. Et c'est vrai qu'a priori, je ne pouvais pas dire on va faire une programmation Der Sudzala & Co, mais je l'avais mis en scène et caché, et moi, je savais qu'au centre, c'était ça. Et souvent, dans les programmations, il y a un film central que je ne mets pas forcément en avant et qui est souvent un film pas pour enfants. Le pari étant plutôt d'amener les enfants, idéalement, mais sans doute de façon un peu théorique, à lire en lisant le programme, ça raconte quelque chose qui devrait te permettre de voir le film. Voilà, et même si on ne voit pas tous les films, finalement, en écrivant aussi le programme, en donnant des indices, on sent bien que on va vers ce film-là. Et là, voilà, c'était sur la forêt. Tu disais aussi que les séances de court-métrage, c'était bien parce que ça permet de mettre aussi des films a priori pas faits pour les enfants tout à fait. Dedans. Et donc moi, j'ai bien envie de savoir comment tu t'équilibres tout ça aussi, parce que j'imagine que tu mets pas un film... entre guillemets pas pour enfants de but en blanc comme ça, je pense qu'il y a tout un... déjà moi j'aime pas trop l'idée des films pour enfants, et c'est vraiment ce que depuis des années j'essaye de faire dans les programmations jeunes publics, c'est-à-dire de montrer des films aux enfants et d'éviter les films pour enfants, sauf quand on m'y oblige. Et dans la programmation de court-métrage, ça permet de faire en une séance ce que je fais au niveau de la programmation dans l'ensemble de long-métrage. Mais aussi, comme je ne peux pas être sûre que les enfants vont aller voir tous les films de la programmation, et même je suis sûre qu'aucun enfant ne voit tous les films de la programmation, justement parce que c'est pour des âges différents, c'est des jours différents, donc je sais bien que c'est très théorique, mais à l'échelle d'une séance, je peux composer ce parcours dont je parlais, c'est-à-dire de montrer un film qui va permettre de voir le film que finalement j'ai envie de montrer. Donc choisir des films qui vont se répondre et qui vont composer ce programme à l'échelle d'une séance de court-métrage. Donc là, ils les voient tous. Et ça permet de mélanger des films d'animation, mais aussi des films expérimentaux, des films... pas pour enfants, je sais pas ce que c'est, pas pour enfants, mais peut-être des films plus poétiques ou avec moins d'histoire, moins de narration. Et les enfants sont beaucoup plus ouverts qu'on ne peut le croire ou le penser a priori. Et je pense que les enfants voient plein de choses. Et en particulier peut-être le cinéma expérimental. C'est vrai que des films abstraits, en grandissant, on a plus de mal à leur montrer. Et puis des films plus longs, c'est plus difficile aussi de garder leur attention. Mais dans des programmes de cours, on peut vraiment montrer des films primitifs, des films peints, des films en couleur, des films en noir et blanc. Et j'aime beaucoup le noir et blanc parce que
a priori aussi, quand ils sont pas dans la salle, les enfants disent « Ah, je veux pas voir un film en VO, en noir et blanc », c'est vraiment les choses très dures. Et à la fin, parfois, des séances de court-métrage, je leur redemande les films qu'ils ont préférés et lesquels étaient en noir et blanc. Et puis, quand ils ont aimé un film, ils se souviennent... Enfin, c'est plus un problème qu'il soit en noir et blanc. Je pense à Pierre-Luc Grangeot, ma petite escapade de Pierre-Luc Grangeot, qui est un film en noir et blanc, mais ils oublient complètement que c'est du noir et blanc. Ça raconte quoi, Petite escapade? J'adore ce film. C'est un petit garçon qui vit dans la forêt, là aussi, et qui se met en haut d'un mur, et on le voit griffonner des dessins sur un cahier, et il voit des choses les gens qui passent dans la rue sous le mur, et à la fin du film, en dessin animé, c'est un film d'animation en volume, et à la fin du film, en animation dessinée, en dessin animé, il y a tout ce qu'il a imaginé. Et donc là où on a vu les chiens, il dit il y avait des dragons, et les 3 dragons sont partis, le dernier il m'a attendu, la bouche ouverte, mais est arrivé le lutin magique chassé par la sorcière, alors que nous on a vu le facteur, la vieille dame, la fermière qui rentre. Et donc c'est toute l'imagination, et je trouve que c'est vraiment pour moi le film qui raconte le regard des enfants sur la réalité et finalement sur le cinéma qui se font au quotidien, et du coup sur la force que peut avoir le cinéma quand on montre des bons films aux enfants. Et donc c'est notre dernière question de la structure transmission, cinéma et transmission. Donc un film que tu aimerais bien garder pour toi, qui est difficile à partager. Alors, j'ai dit quelque chose, moi? Alors, en fait, c'est bien, Clément... T'as dit que tu partageais aussi facilement tes enthousiasmes que les choses que t'aimais pas. Donc finalement, c'était une question sans réponse, finalement. Oui, voilà, je savais pas... c'est vrai que... Là, j'ai lu pas mal de choses sur les films de Cannes, et dans un petit groupe de discussion sur WhatsApp, et il y a quelqu'un, donc en sortant des films, les gens peuvent dire des choses un peu brutales en disant « Ah, j'aime pas ce film », et puis quelqu'un disait « Ah, tu l'as pas bien vu », et il y a eu une petite phrase qui m'a marquée d'une amie qui disait je préfère toujours entendre les gens qui ont aimé ». Et moi, je crois que j'aime bien ça aussi. Alors, je peux détester les films, hein, je dis ça, et quand j'aime pas un film, je suis absolument horrible. Je sais pas si je suis bon public. Je crois que j'aime beaucoup et je déteste beaucoup. Donc je peux être très cassante sur un film, mais je préfère toujours entendre quelqu'un qui sait le défendre, et je respecterai toujours l'avis de quelqu'un qui le défend. Donc j'ai pas spécialement pas envie d'en parler. Je peux parler de tout. J'accepte d'en parler, et j'accepte aussi de pas être d'accord du tout. Et je me fâche pas, bien qu'on pourrait avoir l'impression que je me fâche. Et t'as jamais été muette après la projection d'un film? Ah si, bien sûr, mais pas... Enfin, muette parce que impressionnée, muette parce que... je me souviens de... le Mirage de la vie, ça s'appelle en français, le Douglas Sirk. Ouais. Où c'est muette d'émotion, et là encore une fois à la Cinémathèque, donc avec beaucoup de gens que je connaissais dans la salle, et en me disant je veux pas sortir, je veux pas rouvrir les yeux, je veux pas que la lumière se rallume, ça va être horrible, comment on va se parler, on a trop pleuré. Et puis si là maintenant, s'il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas été émus, alors là par contre ça va être vraiment très difficile entre nous. Et donc je me souviens que ça avait été... C'était encore... Là, on n'était pas encore à... C'était dans la salle des Grands Boulevards. Et je me souviens que c'était... Voilà, là, j'avais vraiment un peu d'appréhension à ce moment de sortie du film. Et un autre moment où j'ai vu un film dans lequel on aurait dû jouer avec Rodolphe, et où on n'avait pas pu jouer, et on avait été invité à la projection, et le film était nul, je dirais pas ce que c'était. Et là c'est pareil, t'es invité par les réalisateurs, t'as pas du tout aimé le film, c'est une séance où tout le monde se connaît, et donc on s'est regardé très rapidement, et on a fait oh là là, on est très 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 pressés, et on est parti sans plus jamais en parler. Voilà. Terrible. Donc ça arrive aussi quand même. Et sinon, est-ce que t'as pas même un film que t'as envie juste de garder pour toi, en fait, que t'as pas envie de partager parce que c'est... Je sais pas, est-ce que t'as ce genre de choses ou pas du tout? Non, je crois pas. Quand j'aime ce serait quand même quelque chose que j'aime. Oui, je sais que c'est paradoxal, ce choix ouais, de voilà, programme des films, mais... Ou que ça parle trop à ton intimité, à toi, et que t'as pas envie de le dévoiler. Non, parce que je vous ai parlé de l'histoire de Marie et Julien, qui est peut-être mon film le plus secret. Enfin, il y a quelque chose, je sais qu'il n'est pas connu, je sais que cette scène est quand même très intime. Donc, non, au contraire, enfin, pas au contraire, mais
Ouais, moi j'ai un enthousiasme quand j'aime un film, j'ai envie que tout le monde le voit. Mais oui, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui dévoile un peu trop. Mais je sais pas là. Et comment tu parles des films que tu aimes? C'est ça une question aussi, de comment transmettre en donnant envie, sans peut-être trop en dire. Bah alors ça, les gens qui me connaissent et qui voient pas les films avec moi détestent que je leur parle des films que j'ai aimés. Parce que j'ai envie de tout dire, et en plus encore que le film lui-même, c'est-à-dire de dire ce qui dans le film m'a plu. Donc ce qui fait je peux revenir avec... voilà, j'ai des films, je me souviens de mes 16 ans quand j'ai vu Mauvais sang, et que j'en ai parlé pendant des heures à ma mère en rentrant. C'était les séances où on allait en courant à la fin du cours de sport, et il y avait des séances... ça n'existe plus, je crois, mais dans des cinémas commerciaux, des séances art et essai à l'intérieur d'une programmation commerciale à Angers, là où il y avait un super cinéma art et essai. Mais dans l'art et essai, il y avait des films qui sortaient pas, les films Gaumont, les films... et donc le Mauvais sang faisait partie de ces films-là. Et ça avait été et voilà. Et ma mère ne l'a jamais vu, je crois, ce film, et me dit, mais c'est pas la peine, tu me l'as raconté, re-raconté, tu m'as tout dit, et j'ai même pas envie de le voir, parce que je préfère le film qui t'a émerveillé plutôt que le vrai film. Donc ça, c'est pas professionnel, c'est-à-dire que j'essaye de pas faire ça dans la vie professionnelle, au ciné-club, j'essaye de pas... C'est quelque chose que je dis beaucoup, quand on aime un film, essayez de ne pas écraser de votre admiration les gens à qui vous en parlez, parce que vous risquez de les mettre en dehors du film, en fait. Quand on présente un film, et si on dit vous allez voir un chef-d'œuvre, et que les gens comprennent pas, moi je l'ai beaucoup vécu à la Cinémathèque. Les gens qui me disaient tu vas voir le meilleur film du monde, et puis La règle du jeu de Renoir, moi j'ai mis beaucoup de temps et je mets encore du temps à comprendre ce film, et je trouve que quand on te dit ça, tu culpabilises de pas comprendre, tu te dis mais moi j'ai pas aimé tant que ça, alors tu dis rien. Donc j'essaye toujours dans le milieu, dans un cadre professionnel, de pas assommer les gens, ce qui dans le cadre privé, par contre, voilà. Et ben, on va finir sur l'ultime question, en guise de conclusion. Donc, on t'a demandé un film refuge, comme on le fait traditionnellement, mais t'as pas répondu par un film, t'as dit que la salle, c'était un refuge. Oui, je me suis dit... la notion de film refuge me contrariait un petit peu. Parce que justement, je trouvais que... pourquoi se réfugier, et que pour moi, justement, il y avait une dimension dans le monde aussi... du cinéma, et que j'aimais pas l'idée que ça coupe de ce que ça pouvait dire du monde. J'aimais bien que le cinéma soit en prise avec le monde et pas un refuge, pas coupé. En revanche, et parce que je vous ai écouté dans les précédents épisodes, je me suis dit que aller au cinéma pour moi était sans doute un refuge, et que c'était le fait d'aller dans une salle, d'aller quelque part, de faire cette découverte-là qui me plaisait et qui était une expérience importante. Et puis j'ai du coup encore réfléchi, et je me suis dit que c'est vrai que ce cocon dans lequel on se glisse, qu'on est dans le noir, qu'à un moment on oublie tout, le temps, le monde, la météo, on oublie tout ce qui se passe à l'extérieur, et on est vraiment dans un truc qu'on ne vit que pour soi, avec les autres, et que c'était ça le refuge du cinéma. C'est un refuge, quel que soit le film du coup? Parfois, on peut se retrouver sorti de force de ce refuge. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, bon public, je sais pas, mais quand j'aime pas un film, je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. Et je déteste avoir ce sentiment d'être allé au ciné. Qu'on m'ait menti, que ce soit pas un refuge, que ce soit quelque chose de... qui me maltraite. J'aime bien voir des films... Justement, c'est pas forcément des expériences qui font plaisir. Ne vous retournez pas, ça fait pas plaisir. Mais en tout cas, c'est le pouvoir du cinéma. Quand on s'ennuie, quand c'est pas intéressant, là, je trouve qu'on m'a menti. Je suis pas contente du tout. Et est-ce que tu te souviens quand est-ce que ça a été... ça a commencé à être un refuge pour toi, justement, cette salle? Je suis allée au cinéma
ma mère on allait au cinéma quand j'étais petite. On allait beaucoup au cinéma. Et je me souviens qu'on y allait justement quand il faisait chaud, pour se mettre au frais. Cette pratique-là du cinéma, je l'avais petite. Et après, je suis allée beaucoup au cinéma jeune, à partir du lycée, enfin du collège même. Et voilà, et c'était vraiment l'idée de se réfugier avec des copains, d'aller voir des séances où on pouvait courir dans les salles. Enfin voilà, on a fait des tas de trucs. Et la salle de cinéma est quelque chose, a toujours été un lieu important où voir Enfin, je me souviens très bien de chaque endroit où j'ai vu les films. Et moins avec qui que où, en fait. C'est un beau refuge. Est-ce que tu as, vu que tu te souviens plus du lieu que des personnes, est-ce que tu as un cinéma, enfin une salle qui t'a particulièrement marqué par son aspect peut-être meilleur refuge ou plus confortable? La salle de ma jeunesse cinéphile, la salle des 400 coups, où on pouvait bloquer la porte vraiment comme dans les films, bloquer la porte de secours pour re-rentrer à la séance d'après, ce qui était idiot parce qu'on nous connaissait très bien dans cette salle et donc voilà, on pouvait... Enfin, ils savaient très bien qu'on re-rentrait, mais il y avait ce côté un peu illicite. Et c'est vrai que c'est la salle où j'ai vécu mes premiers baisers, mes premières émotions de cinéma, mes premiers... Enfin voilà, c'est une salle importante. Et après, j'aime la salle des Grands Boulevards, de la Cinémathèque. Moins aujourd'hui la salle Langlois, parce que j'ai un rapport plus professionnel. Bien que j'aime bien les retours de Cannes avec les avant-premières. Et quand tout d'un coup, on voit du film frais dans cette salle, je me dis quand même, elle est chouette, cette grande salle. Mais c'est moins lié. Je pense que la cinéphilie est aussi liée à quand on est jeune et à ses premières découvertes. Et puis c'est les endroits où on peut aller sans les parents. En toute liberté. Voilà, et puis vivre des trucs immenses qui nous dépassent, c'est quand même bien. Donc on souhaite remercier pour cet épisode chaleureusement Élodie d'avoir bien voulu participer. Martha Jane pour nous avoir laissé son salon durant 1 heure. C'était bien ton film? Et Gabrielle et Anna comme toujours pour la musique et pour l'illustration.